Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le décès du père, c'est le fils qui dirige le pays depuis le 20 avril 2021. Le général Mahamat Idriss Déby Itno est placé à la tête du Conseil militaire de transition au Tchad. Son cas n'est qu'un exemple, puisqu'avant lui, Faure Gnassingbé du Togo, Ali Bongo du Gabon, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo avaient aussi succédé à leur père, décédé dans des conditions rarement révélées. Et pourtant, ces pays se réclament comme des États démocratiques. Or, on le sait, l'un des principes de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir à travers des élections libres, transparentes et crédibles. N'est-ce pas un contraste? Les raisons de sécurité, de continuité de développement souvent évoquées ne sont donc-elles pas des prétextes pour la pérennisation des intérêts d'un clan au pouvoir ou bien aussi d'une ethnie? Enfin, l'Afrique a-t-elle donc besoin d'inventer sa propre, j'allais dire son propre modèle de démocratie? Autant de questions que nous essaierons donc de répondre, notamment à travers mes invités sur le plateau. Bonjour, chers invités. Steve Poton, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, consultant juriste, voilà, consultant en gouvernance et affaires politiques. Merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir pour moi. En face de vous, c'est Lamine Cissé, habitué également de ce plateau. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci aussi d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Steve Poton, on parlait de Joseph Kabila, Ali Bongo Ondimba, Faure Gnassingbé, et puis à présent Idriss Déby, Mahamat Déby Itno. Visiblement, j'allais de la succession, la transition au niveau du sommet de l'État fait mouche. Désormais, on continue de copier ces exemples sur le continent. Alors, je pense qu'on ne peut pas utiliser ces mauvais exemples pour généraliser la bonne marche pour généraliser la succession au pouvoir en Afrique, parce que quand même, on peut constater depuis 25 ans des efforts, il y a des efforts louables qui sont faits dans le cadre des alternances politiques et démocratiques qui voient les États organiser régulièrement des élections, changer de régime, changer de système politique. Sauf que, comme vous l'avez dit, il y a des poches de résistance à la démocratisation, surtout à une forme d'alternance démocratique qu'on sent qui fait partie des aspirations profondes des peuples africains. Et je pense que ces cas méritent aussi une attention particulière, cas par cas, pour voir ce qui s'est passé et trouver des explications à la situation que nous sommes en train de dénoncer. D'accord, c'est vrai, on va s'attarder d'un instant à l'autre sur le cas du Tchad, avec ce régime dont on évoque beaucoup, en tout cas ces prouesses militaires du père. Le pays tout de même se réclame un pays démocratique. Lamine Cissé, c'est vrai, on a 54 pays sur le continent, 4 au moins, hein, disons un peu dans l'histoire, on essaie de le faire. Excepté, en tout cas, il y a quelques années, ça devient quand même un peu trop, non? Vous parlez du Tchad? Oui, je parle du Tchad, avec ce quatrième exemple qu'on essaie désormais de citer. Oui, parce que c'est pourquoi il faut d'une façon spécifique étudier les pays cas par cas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contextes sociopolitiques, les mêmes contextes historiques. Donc, si on veut globaliser l'analyse, on va faire une erreur d'analyse. C'est pourquoi le cas du Tchad est aussi atypique, vu que le Tchad, c'est les armes qui gouvernent toujours. Hein. Ouais. Le pays se réclame comme un pays démocratique à travers les élections, même si c'était qualifié de ces élections de simulacre. Ouais, mais on va quand même aux élections. Dans un pays démocratiquement apaisé, ce n'est pas les militaires qu'on voit au front tout le temps pour la sécurité du pays. Le Tchad est un pays qui est instable du point de vue sécuritaire. D'où le rôle fondamental de l'armée dans le dispositif de gouvernance. Ça, c'est indéniable. Et Idriss Déby Itno, il est venu par quoi? Il est venu par la France pour renverser Idriss Déby, comment dirais-je, Hissène Habré. Oui. Hissène Habré aussi était venu par la France. Vous voyez, c'est un enjeu géopolitique.
C'est un enjeu géostratégique. Le Tchad est un tampon entre le reste de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Et ouais, les frontières, les pays avec qui travaillent, comment ils partagent les frontières, le Soudan, etc. etc. Donc, comprenons que le Tchad, un chef de guerre, c'est au Tchad que tu vois un président qui met sa tenue militaire pour aller au front. Vous l'avez vu quand il a repoussé les djihadistes jusqu'au Nigeria et au Niger. Bon, pour le dire, c'est vrai, beaucoup voient aussi la mise en scène d'Idriss Déby, l'homme. Non. Mais dans la réalité, les informations. Non, mais forcément qu'il n'était pas au front. Quand il n'a pas été au front, il n'y avait pas ce succès quand même. Il faut le reconnaître. Et tu la vois en train de camper avec les militaires. C'est un militaire dans l'âme. Et dans sa conférence de presse, il a lui-même dit que ce n'est pas un plaisir de laisser quitter le palais, ou bien parce qu'il est brave, ou bien il est fort qu'il est allé là-bas. Mais il préfère mourir que de voir son pays se désintégrer. Il préfère mourir au front que de voir cela. Alors donc, quand vous allez dans le social-culturel tchadien même, le social-culturel tchadien, c'est ça, parce que les gens font des analyses superficielles des pays. Il faut aller dans la profondeur des pays, parce que le comportement social est lié au comportement culturel. Quand vous voyez le Tchadien d'une manière générale est un guerrier. Le Tchadien, aller mourir, c'est rien pour lui, quoi. Un Tchadien, il n'y a pas quelqu'un qui marche et il n'a pas un couteau ou quelque chose à côté de lui. Donc, ils sont dans un environnement guerrier. Donc, Idriss Déby, quand il meurt brutalement au front, vous voulez quelle transition se fasse dans ce contexte-là? Si pourtant, doit-on trouver des atténuations quand le pays quand même adopte des règles? On sait que les principes de la démocratie sont universels. Est-ce qu'à raison peut-être de chaque fois trouver des atténuations, des spécificités au pays, on risque pas forcément de s'écarter, disons, de l'application de ces principes pourtant universels? Non, il y a en termes de démocratie, mais surtout de la démocratie comme système de gouvernance des États, il y a l'idéal et il y a la réalité. L'idéal, c'est tout ce qui est prévu dans les constitutions. La réalité, malheureusement, c'est elle qui commande. Et ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est quoi? Ce qu'on sait, c'est que la géopolitique commande la politique commande le droit. Donc, du point de vue géopolitique, le Tchad est un État très très important, surtout pour contenir en quelque sorte le désintèglement du Sahel qui arrive de la Libye. D'accord? Et mieux vaut avoir, c'est-à-dire quoi? Au lieu de rebattre les cartes dans ce pays, d'accord, mieux vaut avoir c'est qu'une stabilité en termes d'équipe de gestion. Et c'est ça ce que je pense qui a recommandé le choix de Mahamat Déby Itno. Mais ce qu'il faut dire, et qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, peut-être aussi que l'élite politique a montré ses limites, ses carences à gouverner le pays. Parce elle n'arrive jamais à s'organiser, à convaincre la communauté internationale qu'elle est capable aujourd'hui de diriger le pays, à s'organiser et à prendre le pouvoir d'État. C'est un constat. C'est un constat. Si les militaires sont toujours au pouvoir, c'est aussi évident que de constater que, ça veut dire que l'élite politique n'arrive pas, les acteurs politiques n'arrivent pas à maîtriser les enjeux géopolitiques et géostratégiques et à pouvoir se positionner comme des acteurs sérieux, capables de prendre la gouvernance en main dans le pays et de pouvoir gérer selon les enjeux et les défis. En fait, en réalité, il faut faire ce constat parce que on va beau dire la France, mais oui, mais il y a d'autres pays qui sont stratégiquement importants, mais ce ne sont pas les militaires qui sont au pouvoir. Mais ces pays sont toujours dans l'escarcelle de la France, travaillent avec la France en partenariat. Prends le pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali. C'est vrai que l'importance de l'enjeu sécuritaire au Tchad, n'est pas la même que ce qu'on constate dans ces États que je viens de citer. Mais il n'en demeure pas moins qu'au Niger, on vient de constater une transition démocratique apaisée. D'accord? Au Burkina Faso, la même chose. Et au Mali, très prochainement, peut-être, il y a une transition qui est en cours et il y aura des élections et un civil prendra le pouvoir. Si on n'arrive pas à le faire au Tchad aussi, peut-être il faut dire qu'il y a les acteurs politiques qui n'arrivent pas quand même à se positionner comme des acteurs crédibles, qui maîtrisent les enjeux et qui sont capables
gérer le pays. Parce que le pays, il y a d'autres pays aussi en Afrique où les civils sont au pouvoir et c'est pas aussi la joie. L'ami Cissé, on sait que vous êtes très attaché quand même au principe de la démocratie, l'alternance, respecter tout. La Constitution tchadienne a pourtant prévu que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui puisse prendre le relais en cas de décès. C'est vrai, on dit qu'il aurait renoncé, jamais prouvé. Et on met quand même son fils pour pérenniser. Mais c'est lui qui est venu faire le discours quand Macron est venu, le président de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il est dans la gouvernance. Mais le contexte ne lui permettra pas de gouverner, c'est pas possible. Et moi, quand on me donne le Tchad dans ces contextes... Les généraux pouvaient quand même aussi l'encadrer, non? Mais c'est ce que vous avez dit, que les réalités du terrain, c'est autre chose. Mais le Tchad a été victime de combien d'attaques sous Idriss? Plusieurs fois. C'est-à-dire que le Tchad, c'est-à-dire que la situation de sécurité du Tchad ne permet même pas de réfléchir en termes de démocratie. Vous réfléchissez tout le temps en termes de défense. Et pourtant, pourquoi les tests le prévoient? C'est parce que, évidemment, on s'est quand même fait un peu la même. Mais attends. Ce que l'on prévoit dans les tests, c'est plus un peu la réalité sur le terrain. Voilà, il a donné la réponse. Peut-être que ce n'est pas satisfaisant à votre niveau, puisqu'il a dit il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Les textes sont faits par les hommes. Mais attendons. La démocratie est universelle, hein? Elle n'est pas l'apanage d'un pays. Avant que les Blancs ne viennent en Afrique, nous avons de grands empires, de grands royaumes. L'empire du Mali, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est gouvernée par un roi avec des provinces. Mais cette vision, cette compétence, elle est universelle, la compétence de savoir gouverner. Mais elle est spécifique. C'est après le partage de Berlin qu'ils sont venus nous imposer leur mode de gouvernance qui n'est pas endogène du tout. Donc le problème se trouve à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut que nous réinventons, que nous créions pour que la gouvernance soit une gouvernance populaire, que ce ne soit pas une gouvernance élitiste? Parce que le problème qui se pose est que quand vous parlez de démocratie, vous avez parlé du Tchad, du Togo, etc. Quand vous parlez de démocratie, il faut voir dans quel contexte vous parlez de démocratie. De quelle démocratie on parle réellement? C'est la démocratie conventionnelle que nous sommes en train d'appliquer et qui est venue d'ailleurs, ou c'est notre démocratie dont vous parlez? Donc voilà, le débat se trouve à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel nivellement il faut faire en Afrique actuellement pour que nous puissions aller pleinement vers une démocratie populaire qui ne soit pas une démocratie élitiste? Les cadres, les trucs qui transforment les lois selon leurs intérêts. C'est ce qui se passe. Nous ne voyons pas... Les populations... La démocratie se fait dans quelle langue d'ailleurs? C'est pas dans nos langues, ça fait dans la langue des autres. Donc les populations sont loin de comprendre la gouvernance. Ce système de gouvernance ne nous appartient pas. Et ce système de gouvernance est prédateur. OK? Et l'acteur principal du développement, c'est le peuple lui-même. Mais ce n'est pas ces gens-là qui sont dans les costumes, dans les gros mots français qui... Ils apportent quoi réellement à cette démocratie? C'est ça, c'est sur ces goulots d'intragnement qu'il faut analyser pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, c'est eux qui ont désintégré, ils ont désorganisé, hein? Mais il faut que nous réhabilitons ce que nous sommes. Alors maintenant, si vous voulez un peu d'une façon spécifique, voir le cas du Togo également, parce que vous avez parlé du Togo et du Tchad. Oui. Vous permettez, avant de venir sur la question du Togo, si autant je vous fais quand même réagir un peu sur ces thèses prévues tout de même par la Constitution. On vous sait, juriste aussi très, très attaché quand même au respect du texte. Est-ce que, je posais aussi la question tout à l'heure à Lamine Cissé, c'était pourtant quand même le président de l'Assemblée nationale. Logiquement, on l'a vu quand même au Mali. Et un peu le comportement de la communauté internationale quand les militaires s'étaient emparés de... Non, il faut passer quand même à un civil. Et pourtant, on dit qu'il a renoncé. Oui, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par répondre en disant que oui, là, il faut l'accepter en fait. Il faut l'accepter, c'est comme ça. La géopolitique commande la politique et la politique commande le droit. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, c'est difficile à accepter, mais c'est aussi simple que ça. Malheureusement, quand on quitte l'idéal de la démocratie et on rentre dans la réalité des choses, en fait, c'est ce qui se passe. La communauté internationale, d'accord, peut exiger pour des raisons X ou Y
d'accord, le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, à des États donnés, à des gouvernements donnés. Et au même moment, vous verrez cette même communauté internationale, d'accord, dresser le tapis rouge à d'autres États, à d'autres gouvernements, chefs de gouvernement, qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme chez eux. C'est un problème. On peut dire qu'ici, on n'a pas le droit de réviser, de mettre 2 mandats, alors qu'ailleurs, on peut dire que oui, si le peuple est d'accord, sachant bien que la volonté du peuple, vraiment, Dieu seul sait comment on s'organise pour la fabriquer et que cela se varie. Mais c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas à avoir d'émotion par rapport à ça. Mieux vaut savoir que c'est comme ça que ça se passe. La géopolitique commande la politique commande le droit. C'est pour dire quoi? Ce qui s'est passé au Tchad, c'est aussi très simple. On a compris que, bon, on ne peut pas... pour le contexte, d'accord, pour les enjeux, le contexte, d'accord, il n'est pas possible de mettre en œuvre, c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles mais ça organisent... le clan qui le dit. On a vu la société civile qui continue toujours de manifester. Mais en politique, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Si la société civile, d'accord, est sûre que le peuple est avec elle, qu'elle se mobilise, qu'elle rentre dans la rue et qu'elle renverse. Elle le fait avec des mots déjà. Parce que en fait, ce qu'il faut... Non, les choses ne sont pas aussi... Les choses ne sont pas immuables. On a vu Omar El-Béchi au Soudan, d'accord, résister à la pression de la communauté internationale, résister à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais c'est l'augmentation du prix du pain qui l'a fait quitter le pouvoir. Donc les choses ne sont pas aussi immuables que ce qu'on peut penser. Mais c'est une question de rapport de force, en fait. Si ceux qui sont pour la mise en œuvre, d'accord, de l'ordre constitutionnel, d'accord, tel qu'il est prévu avant le décès d'Idriss Déby, mais s'ils sont plus nombreux, s'ils ont les rapports de force en leur faveur, je pense que c'est ce qui serait fait. Mais c'est parce que ceux qui ont la réalité du pouvoir en main, d'accord, ce sont les militaires et c'est eux, avec peut-être la communauté, qui ont pu présenter peut-être la situation à la communauté internationale, parce qu'il faut dire aussi que la communauté internationale a adoubé le fait de procéder ainsi. On a vu le président de la République française s'être déplacé spécialement pour se rendre au décès. Il a été accueilli par le chef de la transition. On a vu que si le président français s'est déplacé, c'est que je suis sûr qu'il a mobilisé tous les chefs d'État du G5. Même si, bon, personnellement, Idriss Déby, c'était déjà leurs amis parce qu'ils étaient dans le G5, mais vous imaginez, le président français ne peut pas se déplacer, être là. Et... On a vu quand même la tournée déjà que fait le chef de la transition pour au Mali, de la sous-région. Exactement. C'est pour dire quoi? Et l'Union africaine aussi n'a quand même jusque-là, l'Union africaine... Elle hésite à pouvoir... Et encore que c'est un Tchadien qui est le président de la commission de l'Union africaine, jusque-là, l'Union africaine, normalement, devrait quand même faire sortir un communiqué et sanctionner le Tchad. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, on a vu que, bon, en fonction des enjeux, des défis qui se présentent là, on ne peut que faire comme ça. Y procéder autrement, ça va être encore plus grave pour la démocratie et pour l'existence même de l'État tchadien. L'ami Cissé, vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir appartient quand même au peuple, c'est à lui d'opérer des changements. Et pourtant, on a hérité d'une démocratie conventionnelle, ou bien on s'est vu imposer, je veux dire, la plupart des États africains, la démocratie conventionnelle. Alors finalement, ce sont les dirigeants quand même qui trompent le peuple, puisque vous semblez dire qu'au niveau de l'élite, on comprend les enjeux, mais est-ce que la même compréhension jaillit au niveau du bas peuple? C'est ça, c'est une certaine bourgeoisie élitiste qui gouverne, parce que en fait, elle est accessible à la langue, puisque nous gouvernons par la langue française ou c'est l'anglais. Vous allez à Parakou, etc., ils ne savent même pas ce que le président Talon est en train de faire au palais. Ils ne savent pas. Tous les débats qui se font à l'Assemblée nationale, ils ne savent pas. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Si la loi est dans ta langue, si la loi n'est pas dans ta langue, là, tu es censé l'ignorer parce que ce n'est pas ta langue. Écrivez la langue les lois dans la langue des autres. Tu vois, vous savez, c'est là où l'enjeu, tout le débat est faussé. Nous avons une démocratie régionaliste, une démocratie ethniciste, une démocratie religieuse, une démocratie amicale.
c'est mon ami, c'est l'ami de ton... C'est-à-dire que la démocratie n'est pas basée sur les enjeux géoéconomiques, les enjeux économiques d'une manière globale. Ça veut dire, le militantisme même est mis en cause. Ok, vous voyez, dans nos partis, dans nos pays, il y a 300 partis politiques, etc. Chacun veut taper la poitrine et dit c'est moi. Alors que le développement, c'est le paysan qui est à Tchoumi-Tchoumi. C'est le docker qui traîne les pois au marché. C'est la femme qui se lève le matin, qui court au marché. Ce sont ceux-là, c'est vous. Ce sont ces acteurs-là qui sont en train de développer le pays. Mais est-ce qu'ils sont conscients que le développement du pays passe par eux? D'autant plus que le gars quitte là-bas, il vient avec son argent et sa costume et sa veste pour dire c'est moi qui viens pour vous développer. Voilà la démocratie qu'on nous vend. Cette démocratie-là, elle fait le jeu des élites et elle est conduite selon le bon vouloir d'un homme ou un clan. Cette démocratie ne va pas nous amener vers le développement. C'est ce que nous sommes en train de vivre en réalité. Donc il faut une refondation. Il faut que nous intégrions les valeurs endogènes dans nos systèmes de gouvernance. Il faut refonder l'État. Parce que cet État ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui bloque pour qu'on aille à ces changements, à ces réformes? Parce que le peuple est d'abord inconscient que c'est lui qui développe. Le peuple est inconscient que c'est lui qui paye le ministre de la République. Le peuple est inconscient que c'est de son argent, de son avion, de son argent que le président est en train de jouir. Et il faut renverser la communication. Le peuple pense que c'est le président de la République qui lui permet de vivre, alors que c'est lui qui travaille pour faire vivre le président de la République. C'est ça, cette dynamique qu'il faut changer. Alors, vous savez, quand un président de la République fait un discours à la nation, ou bien un ministre fait un discours, mais ces discours-là, les gens ne suivent même pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais quand un président français fait un discours en France, le plus petit villageois est intéressé, il sait ça l'impacte directement sur sa conscience. Et c'est pourquoi quand on dit levez-vous, tout le monde se lève en même temps. On sait pourquoi on se lève. Ils savent, parce que c'est dans leur langue, dans leur culture, dans leur façon de vivre que la gouvernance se fait. Nous, quand on a démantelé nos royaumes, nos empires, etc., qui étaient en processus, quand ils ont démantelé, ils ont amené, ils ont remplacé, ils ont déjà commencé à démanteler notre mentalité. C'est-à-dire nos élites ont été culturellement aliénées. Et ils ont essayé de saper nos cultures pour dire que nous ne sommes pas civilisés, nous sommes, etc., etc. La civilisation, c'est l'occidental. Et cette image, regardez, nous sommes tous des bureaucrates. À l'université, l'éducation n'est pas adaptée. Les formations qu'on donne aux élèves depuis l'école primaire, on ne leur apprend pas à connaître leur propre histoire, on ne leur apprend pas à être fiers de soi, etc. Et quand ils grandissent, ces costumes, vestes, etc., c'est l'occidental, quoi. Il faut rêver l'occidental. Alors que c'est l'Afrique qui a engendré le monde. C'est l'Afrique qui a partagé la civilisation. C'est l'Afrique qui a partagé la connaissance au monde. C'est dommage, c'est un paradoxe. Est-ce que c'est pas finalement une certaine hypocrisie qu'on a? Donc, je prends l'exemple du Togo, on a vu au décès du père en 2005, le fils a été porté au pouvoir. L'Union européenne, la communauté internationale s'était donc désengagée du pays avec beaucoup de bruit. Et après, une élection a été donc organisée avec beaucoup de morts. Fort a gagné avec 60% finalement, un peu comme ce qui arrive actuellement au niveau du Tchad, avec une petite différence. C'est vrai, on a tempêté. Après, on dit non, mettons un président de transition, un civil, pour essayer de jouer un peu le président de l'Assemblée nationale. La Mississippi le disait tout à l'heure, qui doit jouer le rôle pour que finalement l'Afrique dise on adopte nous-mêmes peut-être notre propre modèle de démocratie que d'être hypocrite en adoptant une démocratie conventionnelle qui ne nous arrange pas. Bon, moi, d'abord, je n'adhère pas à cette théorie de démocratie conventionnelle. On pense que l'Afrique a copié la démocratie de l'Occident et autres. Non, la démocratie occidentale aussi a ses problèmes. Oui. Ils ont trop de problèmes. Mais c'est vous imaginez que nous adoptons, mais vous imaginez quand même, ce ne sont pas les Africains qui ont élu Donald Trump. C'est la plus vieille démocratie, la plus moderne des démocraties au monde, où un citoyen comme ça, avec son discours, a été élu. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, d'abord, avant de venir sur les cas du Togo et autres, d'abord, il faut lever quelques équivoques. La démocratie est une quête permanente, en fait. La démocratie est une quête permanente. Mais la démocratie a une chose d'essentiel que tous les humains partagent, c'est la liberté. En fait, c'est la liberté. Donc, on ne peut pas me dire que
un système de gouvernance qui prône la liberté de l'être, d'accord, est un mauvais système. Maintenant, il y a une éducation à la démocratie. Il y a une éducation à la démocratie que les États africains, quand on a commencé avec la démocratie, on a ignoré ça. Une éducation, une culture de la démocratie. C'est que semer la démocratie au cœur des citoyens. Et ça... Ignorer volontairement? Volontairement, oui. Non, bon, de bonne foi. Je vais vous dire pourquoi de bonne foi. Parce que quand vous observez les problèmes de gouvernance, car le continent africain, moi je pense que 60% de ces problèmes, d'accord, relèvent de leadership. En fait, il y a un véritable problème de leadership. Parce que c'est une dette de l'élite de faire savoir, d'accord, au peuple que mon salaire, c'est toi qui le payes. C'est une dette de l'élite. Et ça, c'est un problème de leadership, en fait. C'est un problème véritablement de leadership. Quand vous voyez comment les élites africaines se comportent vis-à-vis de leur peuple, et vous voyez comment l'élite occidentale se comporte vis-à-vis de leur peuple, c'est différent. Quand vous voyez les gens parler aux citoyens, parler aux gens, c'est différent de... c'est que... Et ça reste les défis que nous avons à relever pour les 30-50 années à venir. Tant que nous n'allons pas... Et d'ailleurs, les États africains qui ont commencé par régler ce problème ont commencé par trouver... quelques exemples. Je pense que la Tanzanie avec John Magufuli, vraiment, il avait un leadership exemplaire dans la gouvernance. Quand vous voyez ses relations avec... Et pourtant, le Covid l'a emporté, nous a-t-on dit. Mais Covid peut emporter tout le monde. Covid a emporté près de millions de personnes à travers le monde. C'est son destin, sûrement. Et il n'est pas irremplaçable. Et dans ce pays, par exemple, la femme qui est la vice-présidente a pris le relais sans tambour ni trompette. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi des choses qui marchent sur le côté. C'est pourquoi il dit, il y a des exemples. Quand vous prenez un pays comme l'Éthiopie, aujourd'hui, l'Éthiopie, de temps en temps, a des premiers ministres vraiment avec un leadership. Mais depuis 2 ans, celui-ci n'organise pas les élections avec tout le bruit qu'on voit. Non, ce n'est pas. Peut-être sur la guerre du Tigré. Oui, voilà. Mais c'est ça que je vous dis, ce que je vous dis. Il faut être ferme sur les tests, mais il faut faire face à la réalité. Regardez, avant Angela Merkel en Allemagne, souvent les chanceliers font 2 mandats et ils partent. Mais elle est là depuis que c'est son 4e mandat. Parce que les Allemands ont estimé que, bon, face à la situation actuelle, son leadership répond. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres Allemands capables de faire le job. Non. Mais ils ont estimé que son leadership vraiment est important pour l'Allemagne en cette période. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas qu'il faut être lassé il faut être rigoureux, d'accord, sur les principes, mais il faut être aussi lucide sur la réalité des choses. Et parfois, la réalité commande plus que ce qu'on a dit dans les tests. Maintenant, en ce qui concerne les cas précis, par exemple, du Togo, je vais même ajouter le Gabon. Pour dire quoi? Pour dire... Juste une petite question avant de venir sur ces... Vous avez parlé tout à l'heure, disons, quand même, de questions d'éducation en évoquant les exemples d'Angela Merkel. Peut-être avant d'en venir là, le peuple est éduqué, le peuple sait que peut-être c'est moi qui... Exactement. Alors, qui doit peut-être jouer ce rôle? C'est l'élite. L'Afrique africaine. Mais elle ne le fait pas. On sait souvent la phrase qu'on évoque. On veut dominer un peu. Il faut la servir. Et c'est pour ça que j'ai bien fait de dire que c'est l'un des défis que nous avons à relever. Qui doit le faire? Révolution ou bien comment? Non, pas révolution. Et je vous ai montré des exemples en Afrique où ça a commencé par... Vous allez dans un pays comme le Cap-Vert, vraiment, des pays où la gouvernance démocratique, c'est sincèrement... Donc, je pense une fièvre, ça va embraser le continent petit à petit. Quand nous avons commencé le renouveau démocratique en 1990 au Bénin, on n'imaginait pas que tous les autres pays africains, vraiment, au moins aujourd'hui, même si c'est des simulaires de démocratie, quand même, il y a une démocratie, il y a de la démocratie sur le continent africain. Et de temps en temps, on a peur de brimer, de violer les droits de l'homme en masse, comme ce qu'on a connu sous les régimes de dictature. Donc, on est en train de faire... Vous êtes fataliste? On est en train de faire quelques pas. Et c'est pour ça que je dis c'est l'un des défis que nous avons à relever. Maintenant, quand je reviens sur les exemples du Togo et du Ghana, en fait, premièrement, d'abord, ce qui pose problème dans ces 2 cas, c'est le patronyme, en fait. Ce qui pose problème,
dans ces deux cas, c'est le patronyme. Hier, je suivais les informations et j'ai vu que les Israéliens sont en processus électoral pour la désignation du président, pas du Premier ministre, mais du président honorifique qui n'a pas trop de pouvoir. Et j'ai vu quand même que celui qui est candidat est fils d'un ancien président, dès que son papa a déjà été par le passé un ancien président. Et les analystes politiques disent que c'est un atout pour lui en fait. Donc, le fait en fait d'avoir été fils d'ancien président ou bien de président ne devait pas être... pas pendant 50 ans quand même. Non, ne devait pas être un handicap. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est quoi? Si on était sûr qu'on a des systèmes électoraux fiables et transparents, sincèrement, ce sont après tout, bien qu'étant des fils d'anciens présidents, ce sont des citoyens. S'ils se présentent devant leurs concitoyens, et ils ont été choisis pour être présidents, je pense que le fait qu'ils portent le nom ne leur dénie pas le droit de la citoyenneté. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le véritable problème, ce n'est pas les... ça peut gêner. Non, moralement, ça ne doit pas gêner. Et George Bush a gouverné aux États-Unis, après son fils est venu gouverner. Et ils ont fait le même parti, et ils ont fait le même parti politique. Si mon papa est président, cela ne m'empêche pas de faire la politique. Si je suis citoyen comme mon papa, je peux faire la politique comme lui, et je peux prétendre à n'importe quel poste auquel les lois de mon pays me donnent accès. C'est pour ça que je dis, si véritablement les Togolais ont choisi Foy Assingbe ou bien les Gabonais ont choisi Ali Bongo, où se trouve le problème? Mais ici, le problème se trouve qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été véritablement choisis par leurs concitoyens à travers une élection transparente et libre. En fait, c'est ça qui pose le problème. Bon, je crois qu'il y a une confusion. Quand je parle de démocratie conventionnelle, je suis en train de parler du système électoral. C'est la minorité qui gouverne la majorité. Ça veut dire que si tu as 51% des suffrages, pas du peuple, des inscrits sur la liste électorale. Dans un pays où il y a 10 millions, 12 millions, il y a 3 millions d'inscrits. Si tu as 51%, tu es le président de tout le monde. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté pour toi, ceux qui ont voté pour toi, et ceux qui n'ont pas du tout, la majorité silencieuse. C'est ce que j'appelle la démocratie. Non, il y a quand même un âge minimum pour voter. Non, il faut une démocratie populaire. La démocratie doit être un ancrage populaire. C'est ce qui permet aux gouvernants de savoir, j'ai le peuple derrière moi qui me surveille. Mais non seulement que c'est un ancrage populaire, mais le problème est que ce n'est pas fait dans nos langues. Et l'État qui véhicule cette démocratie et cette gouvernance, cet État ne nous appartient pas également. C'est un héritage colonial. C'est l'État français qui prévale dans nos pays. Nous avons inventé quoi? Nous avons créé quoi? Pour être conforme à nos valeurs endogènes. C'est ça toute la réflexion. On ne manque pas de compétences, d'élite, des gens redoutablement forts. Maintenant, moi, mon problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est que, quelle que soit la multiformité de la démocratie, ou la couleur de la démocratie, il faut qu'elle soit conduite par le peuple. Vous avez cité d'autres exemples. Il faut citer le Ghana de Jerry Rawlings. Il a pris les armes. Il a pris les armes pour éduquer. Avant Rawlings, c'était Kwame Nkrumah, c'est un panafricaniste. Il a éveillé les consciences ghanéennes. Rawlings a éveillé les consciences citoyennes ghanéennes. J'étais là pendant 12 ans, je le suivais. Ce monsieur-là, d'abord, il a banalisé le pouvoir pour leur dire que c'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui nourrissez le peuple. C'est vous. Les armes quand même, hein. Et il a instauré un système de démocratie transparente. Les instruments électoraux ghanéens sont contrôlés par les Ghanéens, par le peuple ghanéen. Un président n'est pas sûr d'avoir 2 mandats au Ghana, non. Ils ont débarqué plusieurs présidents à l'issue d'un seul mandat. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent. C'est de cela que je parle. Alors maintenant... Mais comment on est arrivé là? Si on sait par exemple sur le point de l'éducation, les dirigeants ne veulent pas éduquer, on dit souvent pour... Et le Ghana a été un pays colonisé, non? Non, c'est un système, c'est le système anglophone, mais nous avons... Tu vois, vous avez parlé de leadership à un moment donné. Rawlings a incarné ce leadership-là pour conduire. Mais avant lui, il y avait Kwame Nkrumah, qui était incompris un peu par l'élite ghanéenne. Ils l'ont éliminé parce que ce qu'il incarnait et ce qu'il véhiculait n'était pas bon pour l'impérialisme, pour le néo. Il faut dire les choses par leur nom. Alors, moi, si vous faites une comparaison entre le Gabon et le Togo, ça n'a pas sa raison d'être.
Le Gabon fait 2 fois la superficie du Bénin, le Gabon. Le Gabon n'a aucun problème de sécurité. Le Gabon a toutes les richesses du monde, il ne faut même pas 4 millions d'habitants. Mais c'est la France-Afrique qui a maintenu un président pendant plus de 2 décennies, 3 décennies. Et le fils a remplacé parce que c'est du bon vouloir et de la volonté de la France. Comparativement au Togo, le Togo est confronté à un problème de gouvernance. Oui, historiquement, Yadema est venu par un coup d'État. Et donc les militaires étaient foncièrement ancrés dans la gouvernance. Sa mort brutale, j'étais là en tant que société civile. La CEDEAO est venue pour négocier avec les militaires. Les militaires ont dit qu'il faut un fils de Yadema, sinon personne ne va gouverner le pays, là, ils vont brûler. Le pays était en insécurité. Et la CEDEAO était obligée de dire il faut alors, au lieu de respecter les textes, dire c'est le président de l'Assemblée qui va remplacer, il faut que nous ayons vers l'apaisement. Vous avez le ministre de l'Intérieur à un moment donné a fui. Alors, fameux CEDEAO. Mais alors, c'est que... Non, je dis... Oui. Non, la CEDEAO est allée vers la réelle politique. J'étais là aussi en tant que société civile, je marchais dans la rue, mais les cadavres, etc., c'était grave, c'était dramatique. Mais il fallait installer le fils. Alors, quand le fils a démissionné, ils ont organisé les élections, j'étais là jusqu'au résultat, j'ai suivi. C'est un cas spécifique par rapport au Gabon, ça n'a rien à voir avec le Gabon. OK? C'est seulement parce que l'autre c'est le fils, l'autre c'est le fils, ils ont remplacé. Mais dans quel contexte? C'est le contexte qu'il faut analyser. Donc, je dis Dieu merci parce que Faure est venu avec une constitution à mandat illimité. Mais aujourd'hui, il a fait un assainissement. Il a mis à la retraite les vieux. C'est le seul qui pouvait le faire. Il y a aucun des partis de l'opposition à cette époque, tu n'oses pas prendre. Tu prends le pouvoir et les militaires vont t'enlever. C'est-à-dire que le pays était en danger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Donc je crois que la décision était salvateur. C'est comme à un moment donné où Kérékou a pris le pouvoir. En ce moment, cette décision était salvateur pour le Bénin. Donc le Togo était dans ce contexte-là. Aujourd'hui, au Bénin, au Togo, un opposant, quand il gagne les élections, il s'assoit tranquillement, il gouverne. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous parlez du Togo? Du Togo, oui. Aujourd'hui, je dis. Vous pensez que le système électoral est fiable, les listes, pour aller quand même gagner actuellement au Togo? Non, ce que je suis en train de dire est qu'aujourd'hui, au moins au Togo, quand le fils est venu, il n'y a pas le même contexte sociopolitique du papa. Aujourd'hui, le contexte sociopolitique togolais, aujourd'hui, l'opposition peut gagner le pouvoir. L'opposition peut s'asseoir et gouverner aussi. Mais au moment où le papa était là, quand il est mort brusquement, ce n'était pas possible. Alors, je dis Faure, peut-être que c'est son nom qui est en train de le compromettre, mais il a assaini. Et je suis sûr qu'il est prêt à partir. Après, pas maintenant, il s'est encore tapé devant. Oui, mais non, il lui reste qu'un seul mandat constitutionnel. Hein? Non, mais 2 encore avec. Non, un seul. C'est un seul. Non, un seul mandat constitutionnel. Après celui-ci, il y a un. 2020, après celui-ci, il y a un qui reste constitutionnellement là. Ça fait quand même 9 ans. Mais alors, l'essentiel est que le Togo puisse avancer et que l'alternance soit faite. Et l'alternance se fera. Et quand le Togo va prendre son envol, à partir de ce moment-là, nous allons oublier les 30 ans. N'est-ce pas, de troubles sociopolitiques. Oui, voilà. C'est pourtant, l'ami Cissé parlait tout à l'heure d'une certaine adaptation par rapport à notre démocratie. Que faut-il faire si on demandait peut-être des propositions? Parce qu'on dit, c'est vrai au niveau de l'élite, on essaie de comprendre quand il y a une situation, comment préserver la sécurité réelle politique. Vous l'avez suffisamment souligné. Est-ce qu'il ne faudrait pas quitter cette hypocrisie au niveau des élites en disant asseyons-nous, quel est le modèle que nous adoptons, comment on fonctionne, pour peut-être aussi se départir, ou bien ça n'est pas facile pour vous? Non, moi je ne pense pas que le modèle actuel pose un problème. Je pense avec ça on peut fonctionner, on peut toujours. Oui, avec ça on peut toujours fonctionner. Mais le problème c'est que le schéma de l'emprise de la colonisation ou bien de l'impérialisme sur le système de gouvernance, je pense, il faut... Bon, moi, j'ai une autre perception sur le système. En fait, sur le véritable problème que nous avons, c'est quoi? Nous avons deux problèmes. Un problème structurel et un problème conjoncturel. Le problème structurel, c'est quoi? C'est que effectivement, nous avons hérité des États à l'indépendance, nous avons hérité des modèles d'État, d'accord, qui consistaient à quoi? C'est-à-dire, le colon
exploite les colonies, d'accord, pour le développement de la métropole. Donc ici, on met l'administration qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas pour développer les colonies. On met l'administration qu'il faut mettre en place juste pour exploiter les ressources qui sont sur les colonies et aller les développer. Et donc, c'est ce système d'administration qui a été, et l'administration qui a été mise en place, d'accord, son objectif, c'est ça. Et c'est ce système que nous avons hérité à l'indépendance. Et nous n'avons pas trouvé mieux pour changer ce système-là. Au contraire, nous avons pérennisé le système et on l'a perverti davantage. Et quand tu rencontres des cadres dans l'administration publique dans nos États africains, tu n'as pas le sentiment. Le cadre, c'est que, d'ailleurs, c'est pour ça que on voit la ruée vers la fonction publique. On dit, si tu gagnes, tu as pour toi. C'est-à-dire, l'État, tu demandes, si tu acceptes, tu as pour toi. Donc, ce n'est pas que l'administration publique est là pour développer tout cela. Et ça, c'est en quelque sorte le schéma du colon qui est maintenu. Ensuite, nous avons un deuxième problème qui est conjoncturel, qui est le problème lié à la gouvernance, en fait. Et aujourd'hui, il y a un élément central dans la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure, c'est le leadership. En fait, le leadership. Comment la manière, la méthode, d'accord, de gouverner, d'accord, c'est-à-dire d'un dirigeant peut embarquer tout un peuple dans un processus de développement. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'ils ils viennent pour servir la mère patrie ou bien pour se servir pour... Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par noter des exemples qui marchent sur le continent africain. À côté de nous aussi, pas très loin, je pense qu'il y a un véritable problème sur le leadership politique fait au Nigeria. Et quand vous voyez les dirigeants nigérians désormais, c'est-à-dire quoi? C'est que, le fait pour le Nigeria de se retrouver première économie africaine, c'est pas un hasard. Ils ont travaillé pour ça. Mais non seulement ils ont travaillé pour ça, depuis que le Nigeria est devenu première puissance économique africaine, d'accord, tout ce qu'ils font, c'est de garder, de maintenir cette place-là. Ça veut dire quoi? Et eux, ils n'ont pas les pays comme État, les États comme le Bénin, comme rivaux, non? Ils voient l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, et ils disent qu'est-ce qu'ils font? Nous devons faire tout possible pour être le premier sur le continent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une autre dimension de leadership qui est l'ambition pour son pays. Je veux hisser mon pays à ce rang. Et donc, tout ça, ça permet de faciliter. Quand les populations aussi constatent que c'est que le gouvernant se bat ardemment pour hisser le pays à un rang, voyez, ça draine, en fait. Ça draine. Et ça, nous n'avons pas suffisamment compris dans les pays de tradition francophone. Et ce qu'on constate, c'est quoi? Quand un président est là, on a l'impression, même si peut-être c'est pas ça dans la réalité, mais les peuples ont beaucoup plus l'impression que, bon, il est là pour lui-même, il est là pour vraiment, pour faire son temps. Et où est-ce qu'il a hissé le pays, ça n'engage, sincèrement, ça n'engage que ceux qui veulent y croire. Et je pense quand même que nous devons davantage travailler sur cet aspect-là, surtout le leadership. Alors, système électoraux défaillant dans la plupart des États successifs. Ou bien en tout cas non fiable, je vous l'ai dit, en tout cas pour la plupart des États, ou bien contrôlés, si vous voulez, liste électorale peut-être contrôlée, institutions contrôlées, pour en tout cas toutes les chances parfois pour les États de gagner d'élections, mot de succession parfois. Est-ce que finalement ce n'est pas des terreaux à la révolution ou bien un peu comme l'exemple du Mali? Non, je vais vous faire. Quand vous regardez aujourd'hui dans les pays d'expression francophone en Afrique, il y a un phénomène. C'est-à-dire quoi? Les chefs d'État, de temps en temps, quand il y a des élections, on essaye de contrôler le système. Contrôler le système dans le sens de ce que on fait tout possible, d'accord, pour ne pas laisser la possibilité à de potentiels opposants ou bien compétiteurs de participer aux élections. Mais pourquoi non? Mais pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que ce n'est plus facile de voler les élections. En fait, ce n'est plus facile de tricher les élections. De temps en temps, nous sommes en train d'aller vers des systèmes électoraux très, très performants. C'est-à-dire,
la liste électorale qui était en quelque sorte, comme le disait M. Lamine Sissé au départ, une liste mécanique, c'est-à-dire on reste sous un manguier, on prend une fiche et on remplit, ce n'est plus ça. Désormais, il y a des collectes de données biométriques. Donc, pour falsifier la liste électorale, vraiment, il faut se lever très très tôt et c'est très très difficile. Ensuite, il y a de temps en temps des systèmes de centralisation des résultats, d'accord, qui sont des systèmes communs, surtout dans l'espace francophone. L'OIF a fait un travail pour appuyer les systèmes électoraux des États dans ce sens où aujourd'hui, il y a les commissions, les institutions nationales des droits de l'homme qui sont dans le monitoring des droits de l'homme dans les processus électoraux. Donc, il y a vraiment... il y a toute une organisation autour des élections où aujourd'hui vraiment on peut se laisser des balises, on peut se laisser voler une élection, mais tricher une élection aujourd'hui, ce n'est plus chose facile. Et c'est ce qui justifie le fait que pour prendre maintenant, pour ne pas prendre trop de risques, les gens s'arrangent au nom de la lutte contre l'impunité de la corruption. On essaye de s'arranger pour que vraiment de potentiels opposants ne se retrouvent pas comme compétiteurs. Oui, bon, je crois que en tant que panafricain, c'est vrai, il a dit un peu les goulots d'étranglement, mais il a occulté le principal goulot d'étranglement. C'est nos ressources sont dans la main des autres. Ouais. Nous avons notre pétrole, nos gaz, nos ressources minières, nos ports. Même notre eau, l'eau qu'on boit, l'électricité, tout c'est dans la main de l'impérialisme occidental. C'est ça, c'est ça qu'il faut, c'est cette libération économique qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui va nous permettre de construire des hôpitaux. Prenez le cas de la Libye de Kadhafi. Les 85% de son pétrole lui appartient, 85%. C'est pourquoi il fait des miracles, il investit en Afrique, etc. Il veut même créer une banque, un fonds monétaire africain. Ils l'ont tué. Alors maintenant, le problème est qu'il a parlé du Nigeria. Ouais. C'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Le Nigeria a un seul problème, la corruption interne. La corruption, l'inégalité entre les populations. Mais le Nigeria, ils ont créé des capitaines d'industrie, des capitaines dans le pays, les Dangote, etc. De 40 milliardaires. Ok, etc. Vous savez, donc c'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Nous, on n'a pas en Afrique, chez nous, ce qu'on appelle le patriotisme économique. Au contraire, les opérateurs économiques, on les tue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient, il les détruit complètement. C'est l'État ou c'est moi qui dois prévaloir, les autres doivent mourir. Donc, voilà. Ou bien eux aussi, ils sont là, et ils deviennent un problème pour l'État, en fait. Voilà ce qu'on appelle le patriotisme économique. Parce que le problème est que, il a parlé tout à l'heure là c'est ce que moi j'appelle, on utilise les institutions pour faire un coup d'État. Coup d'État politique. C'est ce qu'on appelle, moi j'ai dit, les coups d'État institutionnels et constitutions. On prend les lois, on prend les institutions pour détourner le suffrage du peuple. Et cela, avec la complicité des organisations internationales, la CEDEAO qui a le protocole additionnel au mécanisme de prévention et de résolution des conflits relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ouais. Mais ça ne sert à rien du tout, d'autant plus que c'est cette CEDEAO qui vient féliciter les présidents qui ont volé les élections. Parce que la CEDEAO rigole que de la plupart des présidents aussi qui sont mal élus. Non, c'est ce que je te dis. La CEDEAO n'est que le reflet des pays qui la composent. Donc il y a c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une gouvernance harmonisée au sein de la CEDEAO tant que les chefs d'État eux-mêmes n'harmonisent pas leur gouvernance dans leur pays. Quand vous êtes dictateur dans votre pays et que vous arrachez le pouvoir, vous excluez, n'est-ce pas, dans la gouvernance, la grande majorité des populations, et avec votre clan, vous voulez gouverner, mais quel développement vous voulez apporter pour ce pays-là? Et quelle paix et stabilité vous voulez apporter pour ce pays-là? Vous avez posé une question qui est fondamentale pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, les populations sont en avance par rapport à nos gouvernants-là. Ils sont moyenâgeux, leur méthode de gouverner. Ils sont déconnectés des populations totalement. Ils ne savent pas. Il y a une révolution mentale qui s'opère. Vous avez fait allusion du cas de le Mali. Ouais. Le Mali a donné le cap.
Le Mali, ce n'est pas un putsch, c'est le peuple malien, par une révolution mentale, qui a renversé le pouvoir. Les militaires n'ont fait que parachever le travail que le peuple a fait. Au Sénégal, tout à l'heure, là, il y a une révolution mentale qui est au Sénégal, qui est en cours, c'est irréversible, c'est pas possible. Ok? Donc les peuples africains sont réveillés. Vous savez pourquoi? Pendant plus de 70 ans, vers les années 60, quand vous avez le certificat d'études primaires, vous êtes un cadre. Quand tu as le baccalauréat, toi, tu es cadre supérieur, quoi. Tu as un bon travail, etc. Mais de 60 ans maintenant, ils ont formé des jeunes diplômés qui sont compétents dans tous les domaines, qui sont au chômage. Chaque année, on crée des industries de chômeurs et qu'ils déversent dans le marché qui n'ont pas de travail. Et avec cette gouvernance que nous sommes en train de mener, il ne faut pas donner du travail à ces gens-là, ce n'est pas possible. Et vous voyez, pensez que ces gens-là ne savent pas d'où vient le mal. Et ces gens-là ne savent pas que nous avons des présidents de la République qui sont des voleurs. Ils ne savent pas que nous avons des présidents de la République qui sont pas mus par l'intérêt supérieur. Ils le savent. Donc la révolution mentale est créée déjà parce que si les conditions de vie des populations qui les amènent à opérer des changements de mentalité. Et ces changements de mentalité-là, que le leadership parvienne à le changer, qu'il ne parvienne pas, nous allons aller brutalement vers les révolutions. Maintenant, c'est qu'ils ont intérêt à mutualiser leurs efforts pour accompagner cette révolution mentale. S'ils ne le font pas, ils vont être réveillés brutalement. Nous allons voir dans chaque pays des explosions. C'est pourquoi déjà cette rencontre de France là, c'est pour un peu apaiser ces situations là. C'est du pipeau. On va en discuter. Voilà. C'est ce qui se passe vraiment. Finalement, vos régiments, même si certains qualifient ce changement de pouvoir, je parle du Tchad de coup d'État bien soigné, en tout cas par l'armée, vous soutenez, vous appréciez, il peut y avoir des coups d'État non, bon, je ne soutiens pas, je n'ai pas intérêt à soutenir. Ce que je fais un constat, je constate et je donne des explications. Peut-être pour des cas spécifiques, il faut expliquer sans pour autant justifier ce qui se passe. Je ne dis pas ce qui se passe là, mais ma position, ce n'est pas de dire ce qui se passe est bien, ce qui se passe est mauvais. Mais je constate les faits et je dis voilà dans quelle case on peut placer les faits. Et je constate que ce qui s'est passé au Tchad, c'est que ça existe dans les relations internationales. Dans les relations internationales, que la réelle politique commande la politique et que la politique commande à son tour le droit. Exactement. Vous avez vu, pourquoi on n'a pas sanctionné, par exemple, le Mali? On aurait dû assister à ce que l'Union africaine dit, bon, il y a eu coup d'État au Mali, on exclut le Mali de l'Union africaine. Il avait fait. Oui, voilà. Donc, c'est pour vous dire, il peut arriver des situations où on tient compte de la réalité du terrain, d'accord, du contexte qui prévaut actuellement, et non des tests. Surtout que les tests sont faits pour les hommes et non les hommes pour les tests. D'accord? C'est les tests qui doivent s'adapter aux situations des hommes et non les hommes qui doivent s'adapter aux situations des tests. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur l'intervention de M. Cissé pour dire quoi? En fait, concernant l'impérialisme, moi, je suis de la mouvance de ceux qui pensent que au lieu de dénoncer les ténèbres, allumons une lampe. Nos ressources sont sous nos pieds. Gouvernons-les. C'est pour ça que j'ai posé le problème. Mais comment y arriver? Oui, j'ai posé le problème. C'est pourquoi j'ai posé le problème. Non, c'est pour ça que j'ai posé le problème. J'ai posé le problème de la gouvernance, qui est un problème conjoncturel que nous avons. En fait, la gouvernance, c'est quoi? C'est gérer la cité. Gérer la cité, c'est gérer les ressources de la cité, les hommes de la cité. C'est s'organiser pour dire, bon, nous avons telle ressource, comment nous allons faire pour mieux gérer ça à notre profit. Ce n'est pas... les autres ne commettent aucun crime, d'accord, à envier les ressources que nous avons. Surtout, et d'ailleurs, la mission même d'un gouvernant, c'est quoi? C'est d'aller chercher les ressources dont ton peuple a besoin pour vivre en paix et en joie, n'importe où ces ressources se trouvent. Et s'il rencontre quelqu'un, et la personne est en possession de cette ressource, et la personne ne veut pas libérer la ressource en question, qui peut couper sa main et partir avec la ressource. Mais comment y arriver? Comment se libérer? Donc, c'est à nous de dire, voilà, avant de prendre un bien chez nous, une ressource chez nous, voilà comment ça va se passer. Est-ce qu'ils sont capables? On a vu le... Non, ils sont qui? Non, est-ce que nous sommes capables? Je pense que c'est en ce thème qu'il faut parler. Est-ce que nous sommes capables? Non, évidemment, je parle aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quoi? Il ne faut pas la domination
La domination est congénitale à l'être humain. Quand vous mettez, que ce soit deux noirs quelque part, il y a un qui va chercher à dominer l'autre. C'est la domination est congénitale à l'être humain, sociologiquement parlant. Il faut l'accepter ainsi. Maintenant, nous devons nous organiser, d'accord, pour être en mesure d'avoir des amis, des adversaires, des ennemis, et de pouvoir gérer tout ça. C'est ce que font toutes les nations sérieuses au monde. Seuls les Africains pensent que, bon, les autres diront que vos ressources là sont beaux, hein, bon, gardez ça. Non. Dans la faute aux dirigeants, non, mais la faute à nous. Comment se libérer? Excuse-moi, j'ai le nom là. Je crois que, en fait, on dit la même chose, mais sous d'autres angles. Oui. Ce qui veut dire que l'impérialisme existe. Existe, oui. Mais alors, donc, l'impérialisme ne parle pas de domination dont tu le décris comme ça là. Nous avons été vendus pendant 3 siècles, c'est ça. Et notre continent a été partagé parce que c'est l'intérêt, c'est pas parce que nous sommes beaux, etc. Ils ont partagé. Et le système qui a partagé là, c'est ce qui prévale aux Nations Unies. Les Nations Unies, la gouvernance mondiale est déséquilibrée, elle est impérialiste. Elle est mercantile. C'est pas l'Afrique seulement qui est en train de subir. Non. Regarde tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. C'est la géopolitique, c'est le système de domination. On voulait maintenir des pays à l'état de marché, on ne veut pas qu'ils se développent. Et il y a du mercantilisme. Alors maintenant, c'est vrai. C'est pourquoi nous parlons, parce que nous appelons à nos chefs d'État qu'il faut qu'on se développe. Mais Sankara, il a été assassiné. Kwame Nkrumah, il a été assassiné. Patrice Lumumba, prends la RDC. Plus de 2 400 000 km². Toutes les richesses du monde, pourquoi le Congolais est pauvre? Mais il faut qu'on en parle. Ça, on ne peut pas occulter cela. C'est ça, c'est la gouvernance. Mais cette gouvernance-là, c'est des multinationales plus. Si on a un chef d'État qui fait leur affaire, on te maintient. Excusez-moi. Vous voyez Sassou Nguesso, oui. On lui a dit, change la constitution, reste. Parce que le pétrole congolais est dans leur main. Lissouba est venu, il a voulu voir comment on gouverne. Ils l'ont fait partir. 5 ans, ils l'ont fait. Alors c'est pourquoi j'ai dit, c'est le peuple qui doit prendre sa destinée en main. Non, si on n'a pas de chefs d'État qui sont suffisamment patriotes, ouais. C'est vous et moi. Le travail que nous faisons comme ça, l'éveil de conscience, participe à la libération. C'est extrêmement important. Cet éveil de conscience participe à la libération du peuple. Parce qu'un peuple ignorant ne peut pas se libérer. Il faut comprendre quels sont les enjeux. Il faut comprendre pourquoi je souffre, alors que je suis immensément riche. Alors, la tendance va se renverser, parce que quel peuple vous avez, quel gouvernant vous avez. Donc, les gouvernants vont avoir de plus en plus de problèmes, parce qu'avec le système de communication international, etc., le jeu est ouvert. Personne ne peut tromper personne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons assez d'élites jeunes qui savent ce qui... Donc, cette révolution mentale va s'opérer. Mais cette révolution mentale doit s'opérer en libérant d'abord économiquement et politiquement notre... Il faut que nous définissions, nous, nos richesses, les priorités qu'il faut pour nos richesses. Et le continent africain est le continent de destination... Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les dirigeants qui ont osé le faire, on les a tous assassinés. Voilà, le continent africain est le continent de destination. C'est-à-dire que ces dirigeants africains-là étaient isolés. C'est-à-dire que le peuple ne les comprenait pas. Kwame Nkrumah était mal compris par son peuple. Kwame Nkrumah était mal compris par son peuple. Mais Sékou Touré a fait 26 ans de révolution. Lui, il a été compris par son peuple. 26 ans de révolution, mais il était combattu par les néocolonialistes qui l'entouraient, etc., etc. Donc, nous avons des dynamiques, des présidents qui ont donné le cap. Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, lui, depuis combien de temps il s'est battu? Il a voulu que nous allons vers la fédération de l'Afrique. Alors donc, je crois que l'espoir est permis. D'autant plus que la mentalité de toute population, de toute société n'est pas régressive, elle est toujours évolutive. Nous sommes en train d'évoluer. Voilà. Nous sommes sur ce plateau-là en train de débattre sur l'Afrique. Et je crois que dans d'autres sphères, les gens sont en train de débattre l'Afrique. Maintenant, l'action se fera. Et l'action se fera d'une façon conjuguée, parce que nous sommes confrontés à un problème où il faut forcément qu'on aille vers la libération économique et politique de l'Afrique. Voilà, avant d'y parvenir. Alors, si nous comptons sur les questions, on va conclure avec vous sur la question de la succession, hein, disons, de père en fils qu'on a observé. Vous avez parlé de casuistique qu'on a pu observer, mais finalement, quelle solution? Ou bien ça peut toujours arriver, ça n'est pas grave, on peut toujours voir quels sont les enjeux qui commandent, c'est ça?
Non, mais ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas, on ne sait pas ce qui va se passer demain. D'accord? On ne sait pas. Donc, finalement, c'est pas blâmable, il ne faut pas condamner. Voilà mais il faut condamner. Il faut condamner, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? En fait, c'est ça aussi notre question. Ce qu'il faut souhaiter, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on aille plus vers l'éducation des peuples à la démocratie, vers un leadership prometteur pour les États africains. Et le fait de parler, il y a une autre question que nous n'avons pas évoquée, c'est surtout la dynamique une population très très dynamique, très jeune en Afrique. Donc on va souhaiter que les mentalités, les choses changent. Merci. Dans l'intérêt de la démocratie. À vous, Steve Poto. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant en gouvernance et affaires politiques. Merci d'avoir pris part à ce débat. En face de vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission de Angle de Vue. À bientôt.